Bonjour. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je sais que je n'ai pas la barbe d'un algénocide, ni le décor de jungle qui va avec, mais aujourd'hui nous allons rentrer dans la polémique. Je sais que vous aimez bien les révélations, alors je vais vous révéler l'impasse intellectuelle qu'il y a derrière la plupart des mouvements de réinformation qui s'appellent entre eux les éveillés, les lanceurs d'alerte, les chercheurs de vérité, et que les médias appellent la complosphère. Alors avant de commencer, je tiens à préciser que je vais tenir un propos général sur des gens qui se réclament d'une même étiquette très mal définie et qui ont chacun leur individualité, leur susceptibilité. Alors essayez de ne pas prendre les choses trop personnellement. Si je prends le temps de faire cette vidéo, c'est justement pour vous donner matière à réfléchir et vous inviter à penser par vous-même. Parce que visiblement pour certains, c'est pas encore acquis. On verra ça à la fin. J'ai sorti il y a quelques jours une vidéo sur l'élection américaine où j'ai eu le malheur de dire, ou plutôt de ne pas dire, ce qu'un certain nombre de gens voulaient entendre sur la fraude électorale. Alors je vous rassure, ce n'est pas la première fois que je reçois des critiques et des insultes, ça fait même partie du jeu quand on s'exprime en public, surtout quand soi-même on critique les autres sans prendre de gants. Mais cette fois c'était un peu différent. En fait, ce qui m'a posé problème, c'est que je n'avais jamais reçu une vague de commentaires négatifs aussi nuls. C'est vide en fait, totalement pauvre, vous ne dites rien. Quand j'avais critiqué les programmes de Mélenchon ou de Le Pen en 2017, j'avais là aussi reçu une énorme tempête de merde, avec beaucoup plus de commentaires, mais la plupart de ces commentaires essayaient quand même d'argumenter, de contester, de discuter. Enfin, ils ont répondu à ce qu'ils ont vu. Là, sur plusieurs centaines de commentaires, il y en a à peine 5 qui se sont donné la peine de défendre leur point de vue. Et il y en a juste 1 ou 2 qui ont donné des liens. Tous les autres se classent en 2 catégories. Alors vous avez les insultes de base, collabos, etc. Et puis il y a ce que j'appelle les goûteurs. Alors eux, ils ont goûté comme ça, et puis ils ont dit, tiens, ça manque d'objectivité. Tu devrais mieux te renseigner, tu es peut-être encore un peu jeune. Bah voyons, tant que je disais ce que vous aviez envie d'entendre, tout ça, ça vous dérangeait pas, Il n'y avait pas de critique. Donc c'est des commentaires à la con, tout à fait péremptoires, qui prétendent me disqualifier sur la forme, et surtout, on ne parle pas du fond. Et on n'en parle tellement pas que ces commentaires sont parfaitement interchangeables. Vous pouvez les appliquer à n'importe quelle situation, n'importe quelle vidéo ou sujet. J'aurais critiqué le goût de vos chips préférés que vous auriez pu me dire exactement la même chose. Alors il est vrai que par rapport à ce que je fais d'habitude, cette vidéo est moins bien étayée, moins bien sourcée, je passe moins de temps à expliquer et je vais plus vite à la conclusion. Je vous cache pas qu'on est un petit peu limité par le format. Résumer toute une élection plus les 3 mois de bordel qui ont suivi en 30 minutes, ça oblige à faire quelques raccourcis. Notamment sur les preuves de fraude, que j'ai pas cherché à énumérer et à en faire un catalogue pour une bonne raison. Ces fameuses preuves de fraude, je les ai vues comme vous, que ce soit les vidéos montrant des problèmes dans les bureaux de vote lors des dépouillements, les articles sur les électeurs morts qui votent quand même, les problèmes de vote par correspondance ou de vote électronique, tout ça j'ai vu, je suis au courant, et j'en ai parlé dans la vidéo, j'ai dit qu'il y avait eu de la fraude. Mais pour être au courant, il aurait fallu la regarder jusqu'au bout, n'est-ce pas? Mais le petit problème, c'est que rien de ce que je n'ai vu ne correspond à ce qu'on nous avait promis. Trump et son équipe ont annoncé qu'ils allaient publier des preuves de fraude massive des démocrates. Donc c'est une action organisée. Et comme toutes les actions organisées, ça laisse des traces, surtout à notre époque ultra connectée et ultra surveillée. Surveillée d'ailleurs par des agences gouvernementales américaines qui sont sous les ordres de Trump. Si vous êtes en train d'écrire un commentaire à propos des conflits entre les agences gouvernementales et la présidence, vous êtes quelqu'un de prévisible. Donc on aurait pu s'attendre à la publication d'échanges de mails, de conversations téléphoniques, de documents de travail portant sur ce projet de fraude. Y a rien. On n'a même pas le nom des personnes. 3 mois plus tard, aujourd'hui, le coupable, c'est toujours les démocrates. Oui, mais c'est-à-dire, parce que là c'est un peu large, il va falloir préciser. On parle de l'équipe de bidon, des cadres du parti, les élus, les militants, les électeurs peut-être. C'est qui les démocrates qui ont fraudé? On va quand même pas mettre tous les électeurs démocrates en prison. Donc, qui sont les personnes qui ont décidé de frauder? Comment s'y sont-elles prises? Et combien y a-t-il de bulletins impactés? Aujourd'hui, on n'en sait rien. Alors face au vide, les gens ont saisi le moindre petit dysfonctionnement qu'ils ont brandi comme la preuve absolue de la fraude des démocrates. Sauf que, y a rien de nouveau sous le soleil en fait. Tous ces problèmes, ils sont pas nouveaux. Ils existaient déjà dans les précédents scrutins. Donc il n'y a pas un nouveau système massif de fraude qui profite exclusivement aux démocrates. Vous avez, comme d'habitude, tout un tas de petits problèmes, de petites fraudes, d'incidents isolés qui profitent autant aux démocrates qu'aux républicains. Donc ça n'aurait servi à rien d'en parler dans le détail, de faire un tri, de chercher le vrai du faux dans tout ce merdier. D'abord parce que c'est hors sujet, et de toute façon c'est interminable. Et ne faites pas comme si ça vous intéressait, vous arrivez même pas à suivre une vidéo d'une demi-heure qui n'est pas de votre avis. Et c'est bien là le problème quand on s'adresse à des gens qui sont un petit peu fermés d'esprit.
Ils ont tendance à récuser toute contradiction pour une simple question de forme. Il suffit qu'un propos ait transité par l'espace médiatique pour qu'il soit totalement irrecevable. Tu parles comme BFM, c'est nul. Et hop, le fond du propos est totalement évacué, mais ils n'ont pas répondu. Même quand on parle avec des gens ouverts, on va passer un temps considérable, même pas à les convaincre, à simplement leur expliquer pourquoi on a un avis différent d'eux sur un élément de preuve. Et une fois qu'on a discuté de ça, il y en a d'autres derrière. Oui, mais tu vois, il y a d'autres vidéos, et qu'est-ce que tu penses de cela? Et comment tu expliques ceci? Et une fois que tu as fait le tour de la question, t'as passé 20 heures à discuter avec la personne, tu tombes sur une autre personne, et tu recommences. Passionnant. Donc c'est pour ça que j'ai pas cherché à montrer des preuves dans cette vidéo, parce qu'en fait, t'en montres une, 2, 3, 4, même 10, ils te diront toujours « oui, mais tu n'as pas parlé de celle-là ». Alors tu te retrouves à faire une vidéo de 10 heures, 15 heures, 100 heures. Ah, désolé, c'est trop long, j'ai pas regardé. Oh, je me suis arrêté à la 2e minute, l'auteur était peut-être un peu jeune. Hein? Bref, je pense que tout le monde a vécu à un moment ou à un autre ce genre de discussion interminable qui part dans tous les sens et qui n'aboutit à rien d'autre qu'une engueulade. Régulièrement, vous avez comme ça des sujets qui émergent dans l'espace public et qui déclenchent des discussions complètement hystériques. Ces sujets ont des points communs. Ils ont souvent un contexte très large, beaucoup de sous-sujets avec des ramifications, ils nécessitent parfois des compétences techniques, et ils sont chargés d'intérêts économiques ou idéologiques très forts qui vont permettre de créer des camps. Le débat sur la chloroquine en mars dernier en est un très bon exemple. Ou un très mauvais. Deux camps, les pros et les antis, les corrompus à la solde des labos contre le druide chercheur qui veut sauver des vies. Et on assistait à des discussions bordéliques parfaitement stériles, où des gens se balançaient des liens d'études à la gueule dont ils étaient incapables d'évaluer la qualité, et ça n'a jamais débouché sur rien. En général, les discussions partaient dans tous les sens et se perdaient dans le grand n'importe quoi, jusqu'à ce que les gens s'insultent. Passionnant. Une façon comme une autre d'occuper son temps pendant le confinement, j'imagine. Mais bon, on peut essayer de faire quelque chose d'un peu plus productif. Et bien sûr, on est obligé de choisir un camp, sinon on est un salaud. À l'époque, je m'étais fait insulter parce que j'avais osé dire un truc horrible. Je ne suis pas chercheur, je ne sais pas si la chloroquine marche, ce n'est pas mon travail de dire l'efficacité d'un médicament, et encore moins d'en faire une cause politique. Ouf, qu'est-ce que j'avais pas dit? Je me désabonne, tu es vendu à Big Pharma, profite bien de ton chèque. Depuis que tu as dépassé les 50 abonnés, de toute façon, tu n'es plus le même. Comme c'est ironique de voir des gens totalement partisans me reprocher un manque d'objectivité parce que je refuse de prendre parti. Il se passe un peu la même chose ici avec le vote par correspondance et le vote électronique. Personne, ni vous, ni moi, ni votre voisin, n'avons les moyens de contrôler la sincérité de ces votes. Donc chacun sélectionne les infos qu'il veut, qui vont dans son sens, mais bien souvent ça dépasse pas le stade de la suspicion. Les fraudes officiellement avérées, elles sont pas très nombreuses. Et pendant qu'on pinaille pour savoir si un facteur qui balance des bulletins de vote, c'est une fraude ou pas, est-ce qu'il en avait l'intention? Est-ce que ça profite aux démocrates ou aux républicains? Est-ce que ça vaut le coup de ne pas compter tous les votes par correspondance, du coup? En fait, on s'en tape, parce qu'on passe totalement à côté du sujet. De toute façon, vous ne pourrez jamais connaître tous les détails de la fraude. Et même si vous les avez, ils vont pas annuler l'élection, hein. Donc on s'en bat les couilles. Il se trouve qu'il y a des gens qui sont chargés de contrôler ces votes. Eux, ils ont les infos, ils ont les moyens de le faire. Pas vous. Si vous ne leur faites pas confiance, ce que je peux très bien comprendre, ça veut dire qu'il y a un problème structurel dans l'organisation du scrutin. Oh, je crois qu'on vient de trouver le vrai sujet. Comment est-ce qu'on organise une élection pour que le résultat soit légal, démocratique, c'est-à-dire accepté par tout le monde? Eh bien pour l'instant, on n'a rien trouvé de mieux qu'une urne transparente, dans un bureau de vote, ouvert à tous les observateurs. Il est clair que le vote électronique, le vote par correspondance ou par Internet, est à proscrire. Et pas seulement à cause du risque de fraude, mais aussi parce que ce sont des modes de scrutin antidémocratiques, puisqu'ils ne permettent pas aux électeurs de contrôler par eux-mêmes la bonne tenue du scrutin. Ce qui peut mener à quelques petits désordres sociaux. Et là, vous avez un angle d'attaque en béton pour moucher le marcheur moyen qui voudrait rétablir ce genre de vote. Comme on l'a vu aux États-Unis, le vote par correspondance ouvre la voie à toutes les manipulations, autant des élections que des électeurs eux-mêmes par les pires populistes. Vouloir le rétablir est une atteinte aux institutions de la République et c'est un danger pour la démocratie. Que c'est agréable de pourrir les marcheurs avec leur propre rhétorique. Essayez à l'occasion, hein, ça fait toujours plaisir. Avoir un résultat légal, démocratiquement reconnu, c'est bien, mais avoir un résultat légitime, c'est encore mieux. Macron a été légalement élu, mais on peut pas vraiment dire qu'il soit très légitime.
Une élection, c'est pas juste un vote et un dépouillement. Ça se joue aussi à la sélection des candidats, au financement des campagnes, au rôle des médias et des sondages, au choix du mode de scrutin. Ça, c'est un vrai sujet. Sur tous ces domaines, l'élection américaine est une gifle à la démocratie. Et en France aussi, on a nos problèmes. Mais toutes ces questions n'ont jamais été posées par les Trumpistes. Jamais. Je ne me souviens pas non plus les avoir entendus dire que l'élection de Trump en 2016 aurait dû être annulée. Il y avait pourtant les mêmes problèmes, les mêmes suspicions de fraude et le même écart de voix extrêmement faible entre les deux candidats. De la même façon, la fraude ailleurs dans le monde, ils en ont rien à foutre. Donc leur problème, c'est pas la fraude en général, c'est pas la démocratie, c'est pas le souci de la bonne tenue d'une élection. La seule chose qui les intéresse, c'est la fraude des démocrates en 2020, parce que Trump a perdu et ça les emmerde, ils n'arrivent pas à digérer. Si Trump avait gagné, on les aurait jamais entendus dénoncer la fraude. Ils auraient même fait l'inverse. Ils auraient dénoncé toute allégation de fraude comme une tentative des démocrates mauvais perdants de nier la victoire de Trump, voire même peut-être de la lui voler. Et je ne suis pas en train de faire un procès d'intention, je n'invente rien. C'était le discours des soutiens de Trump en 2016 quand les médias mainstream soupçonnaient une fraude électorale dans la victoire de Trump. Donc, vous êtes des faux culs, tout comme le journal Le Monde qui classe aujourd'hui les critiques contre le vote électronique dans la catégorie complotisme. Mais on savait depuis longtemps que pour eux, il y a les bons et les mauvais complots. Et si vous n'aimez pas les médias mainstream, ce serait peut-être bien de pas faire comme eux. Et c'est là qu'est l'impasse de tous ces groupes de réinformation. Vous vous prenez pour des éveillés, à l'abri de la manipulation. Vous avez pris la pilule rouge, vous êtes sortis de la matrice. Eh ben non, faux, pas du tout. Vous êtes toujours dans le même schéma de servitude, mais au service d'idées différentes. Mais vous avez des maîtres, vous avez des médias qui vous disent quoi penser, et vous, tout ce que vous êtes, c'est des supporters, mais pas des citoyens. Vous n'êtes pas des acteurs, vous êtes des suiveurs. Vous vous êtes choqué de la fraude quand on vous a dit de le faire, et vous avez promu la conclusion qu'on vous a dit de promouvoir, c'est-à-dire Trump doit être nommé président, point barre. Réfléchir par vous-même à votre pouvoir de citoyen ou ce que doit être une élection bien faite, c'est pas au programme, hein. Toute cette mouvance, tous ces groupes, et particulièrement les QAnon, vous infantilisent. Ils vous invitent pas à vous prendre en main et à réfléchir à votre rôle de citoyen, mais au contraire à vous soumettre à un messie. Quelqu'un va venir, on va vous prendre par la main et régler tous vos problèmes. Tout ce que vous avez à faire, c'est soutenir cette personne. Et c'est pour ça que la manif du Capitole a été un désastre. S'ils étaient venus réclamer une nouvelle élection, avec de nouvelles règles qu'ils avaient définies eux-mêmes, pour en finir avec la fraude et la tambouille électorale, au moins ça aurait eu un impact politique fort. Ça aurait peut-être lancé un débat dans le pays sur le sujet. Mais tout ce qu'on a vu, c'est des supporters qui sont venus se plaindre d'avoir perdu le match. Et ils ont exigé qu'on déclare leur poulain vainqueur. C'est tout. Et c'est la même chose dans les commentaires de ma vidéo. Tout ce que vous avez su faire, c'est chialer comme des gamins à qui on annonce que le Père Noël n'existe pas. Excusez-moi, mais c'est un petit peu léger. Si je prends le temps de faire cette vidéo aujourd'hui, c'est justement pour répondre aux différentes critiques, et surtout m'adresser aux gens honnêtes, qui ne comprenaient pas pourquoi je n'avais pas parlé des différentes preuves de fraude. Donc effectivement, c'était pas clair, maintenant vous connaissez mon point de vue. Trump n'a pas tenu ses promesses de révélation, il y a eu des fraudes, mais pas assez pour que les instances officielles annulent le scrutin, comme en 2016. Troisièmement, c'est pas à nous de faire annuler ce scrutin en se balançant des preuves à la gueule ou je sais pas quoi, c'est nul. Il vaut mieux qu'on occupe notre temps à discuter de notre pouvoir de citoyen et de la manière dont les élections doivent être correctement organisées. Ce sera beaucoup plus productif. Après, c'est sûr que si vous êtes juste dans la dévotion à Trump, vous n'êtes pas client, hein. Et malheureusement, comme dans tous les groupes, vous avez une poignée d'individus confits dans l'esprit de chapelle qui ne renoncent à aucune hypocrisie pour défendre leur équipe de foot. Parce que c'est ça en fait, vous êtes juste des supporters ridicules. Quand je vois des partisans de camps politiques me reprocher d'avoir un parti pris, moi ça me fait rigoler. Quand je vois des gens traiter les autres de moutons alors qu'eux-mêmes croient systématiquement tout ce que leur camp politique leur dit et se laissent diriger par lui, ça me fait rigoler. Et quand on dénonce les petits camarades qu'on applaudissait la veille parce que la promenade au Capitole a mal tourné, on évite de reprocher aux autres d'avoir retourné leur veste. Tout ce bazar sur la fraude électorale, c'est un piège mental. Vous allez passer du temps et une énergie considérable dans des discussions stériles qui n'ont pas d'autre finalité politique que de servir un maître. Et en plus, un maître qui n'est même pas un dirigeant de votre propre pays. Vous servez à quoi ? Vous croyez pas qu'il se passe en France des choses plus importantes que ce genre de conneries ? Non ? Vous avez pas des intérêts plus urgents à défendre en ce moment ? Alors si votre camp c'est la servitude volontaire, c'est sûr qu'on n'a jamais fait partie du même. Moi je défends l'indépendance nationale, la souveraineté nationale et la souveraineté populaire, tant en tant que citoyen dans les institutions qu'en tant que producteur sur le lieu de travail. Et ça demande une certaine exigence.
Moi je m'adresse à des adultes. Si tout ce que vous voulez c'est un messie qui viendra vous prendre par la main et vous torcher le cul... Il s'agirait de grandir. Il s'agirait de grandir. Alors voilà ce que je voulais vous dire rapidement dans cette petite vidéo vite fait. J'en profite pour mettre en commentaire épinglé une réponse aux autres principales critiques que j'avais reçues, et notamment le Tristan Mendès France Gate. Oh là là, quelle horreur. Allez, bonne semaine et à la prochaine pour des vidéos plus utiles et plus intéressantes.